Les Japonais sont des gros dégueulasses. Bon, petite explication. Gozaimasu, je suis actuellement dans mon bain dans une maison traditionnelle japonaise. Et au Japon, plus que prendre un bain dans les familles japonaises, il y a ce qu'on appelle Ofuro no Jikan, qui veut littéralement dire heure du bain. Ceux qui font des études de japonais auront remarqué que devant le mot furo, il y a la particule honorifique o, ce qui donne de l'importance au mot furo et ça prouve à quel point dans les familles au Japon, on ne rigole pas avec le bain. Même en dehors des familles, parmi les Japonais célibataires qui vivent seuls, rares sont ceux qui prennent uniquement des douches. On est seulement à 18% selon ce sondage. Alors, l'heure du bain, ça se passe généralement après le repas du soir. Quand les enfants sont jeunes, toute la famille prend le bain en même temps. Oui, on n'a pas exactement le même rapport avec la nudité. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment, quand l'enfant grandit, il faut savoir s'arrêter. Oui, 10% de filles au collège prennent encore le bain avec papa et 9,5% des lycéennes prennent encore le bain avec papa. Ouais, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, mais j'étais vraiment obligé de le redire tellement c'est bizarre. Bref, dans le reste des familles japonaises, soit quand même 9 sur 10, quand les enfants sont grands, chacun va prendre tour à tour son bain. Dans le Japon d'antan, il y avait même un ordre de passage. C'était papa, maman, et puis les enfants du plus âgé au plus petit. Enfin, aux plus jeunes. Sauf que maintenant, avec les horaires de chacun qui sont de plus en plus chaotiques, eh bien c'est plutôt le premier arrivé, premier servi. Eh bien t'as de plus en plus de foyers qui laissent un ordre libre. Ou alors ça se joue au pierre-feuille-ciseaux. Et crois-moi, t'as très envie de passer en premier dans le bain. C'est bien connu maintenant, toute la famille japonaise va se partager la même eau de bain. Alors l'argument des japonais c'est on se lave avant. Effectivement, dans une salle de bain japonaise, je vous l'avais déjà présenté, on a un compartiment de douche qui est prévu pour se laver en mode douche. Pour ensuite aller dans le bain, et plus que pour se laver, c'est pour se détendre et pour les plus spirituels, se purifier de sa journée. Donc techniquement, rien à craindre. Mais vous la sentez la douille, hein? Et le mot sentir, c'est le bon terme, c'est très approprié. Oui, parce que si 97% des Japonais se douchent bel et bien avant de rentrer dans le bain, eh bien il y a seulement la moitié d'entre eux qui se lavent avec du savon et du gel douche. L'autre moitié, elle rentre après avoir pris un mince filet d'eau comme ceci. Donc fatalement, sur le net, on se retrouve avec des commentaires de mamans d'ados japonais comme cela. Nous sommes une famille de 5 personnes et je suis la dernière à entrer pour nettoyer la salle de bain. Mais les jours où les enfants font du sport, l'eau sent vraiment mauvais. Je leur dis de se laver le corps avant d'entrer dans les baignoires, mais je ne sais pas si cela est fait. Il y a 3 collégiens dans ma famille et même s'ils prennent un bain tous les jours, la baignoire sent tellement mauvais. Pourtant, je leur répète bien qu'il faut se laver avant. C'est du gaspillage de changer l'eau chaude de la baignoire tous les jours. Pardon ? Attendez. Utiliser la même eau de bain pour toute la famille sur une soirée, je suis prêt à l'accepter. Récupérer l'eau du bain pour la faire tourner dans une machine à laver, ok, encore ça passe. Mais la réutiliser sur plusieurs jours, non, c'est pas possible. Alors j'ai fait mes recherches immédiatement parce que personnellement ça me choquait beaucoup trop. Surtout que même quand j'étais petit chez mes grands-parents japonais, on n'a jamais fait ça. Ils roulaient pas sur l'or, hein, mais jamais on a réutilisé la même eau de bain pour le lendemain, voire le surlendemain. Mesdames et messieurs, j'ai trouvé la statistique. En 2022, on a demandé à 103 mères japonaises de savoir à quelle fréquence elles changeaient l'eau du bain. Vous êtes prêts pour les résultats? C'est parti. 71% ont répondu qu'elle la changeait tous les jours, 16% ont répondu une fois tous les 2 jours, 7% ont répondu une fois tous les 3 jours et 6% ont répondu plus de 3 jours. Non, c'est trop grave. 29% des foyers japonais conservent l'eau du bain plus d'une soirée. 29%, c'est pas un phénomène isolé. C'est quasiment un foyer sur 3 en fait. Et tout de suite, je comprends mieux pourquoi il y a l'option réchauffer l'eau dans ma baignoire au Japon qui existe. Mais comprenez-moi, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Je dois savoir si effectivement conserver son eau de bain plus d'une journée, est-ce que c'est safe hygiéniquement parlant? Ça se trouve, ça passe, hein? Et encore une fois, une étude japonaise a répondu à ma question. Pour un foyer de 2 personnes, le nombre de bactéries présentes dans l'eau chaude dans le bain était de 40. J'imagine que c'est sur un échantillon d'1 litre parce que 40 sur une baignoire entière, ça me paraît assez peu. Mais reprenons. Immédiatement après le bain de chacun, le nombre de bactéries est passé à 110. Petite augmentation, mais en vérité, rien d'alarmant. On estime entre 106 et 108 la moyenne de concentration bactérienne qu'il y a dans 1 litre d'eau potable. Mais alors comment ça se passe quand on passe toute une nuit et qu'on arrive au lendemain? Après une nuit de repos, le nombre de bactéries est passé à 250 000. Et dans les foyers où il y a 5 personnes qui se baignent, on passe à 1,2 million de bactéries. Waouh! Et si on prend le même coefficient multiplicateur pour chaque journée où l'eau stagne, eh bien au bout du 3e jour, on se retrouve avec 1 290 milliards de bactéries dans la baignoire. Alors, soi-disant, la majorité de ces bactéries qui sont présentes dans l'eau stagnante sont déjà présentes sur notre peau. Mais franchement, parlons sincèrement, pour une économie de 66 yens d'eau, soit 40 centimes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Gardez l'eau du bain pour toute la famille, une soirée ou même plusieurs. C'est la première règle dans les familles au Japon de cette vidéo et j'en ai encore 13 autres. C'est parti!
La décoration au Japon, il faut que ça soit clean. Enfin, je dis ça même si généralement chez les Japonais, c'est un peu le bordel. Et regardez comment c'est propre, ça dépasse pas, il n'y a pas de clous, c'est absolument nickel. C'est une displate, un poster métallique, et pour l'anecdote, j'ai acheté ma première displate en 2015, il y a 10 ans littéralement, bien avant la hype, tout ça sur YouTube. Je trouve ça en fait quand même vachement plus esthétique qu'un poster papier, et en plus ça ne se fane pas. Et autre avantage, tu peux les placer vraiment comme tu veux, c'est-à-dire que tu peux vraiment les réajuster, et c'est pas genre une fois que tu l'as mis, c'est bloqué, c'est définitif, c'est... Non, tu peux changer d'ailleurs, si j'ai envie de changer là, j'ai envie de le mettre ici. Hop là, c'est super rapide. Il y a plus de 2 millions d'œuvres d'art disponibles et beaucoup sont sous licence officielle comme Star Wars, Marvel, Elden Ring, Call of Duty, Warhammer, The Witcher, Netflix, et j'ai même trouvé du Dan pour ceux que ça intéresse. Pour installer, pas besoin de percer, c'est livré avec un kit d'aimant qui permet de ne pas abîmer ton mur. Et la livraison, elle est rapide, c'est 4-5 jours ouvrés, c'est parce qu'en fait elles sont toutes imprimées en Union Européenne. Mais pour ceux qui veulent quelque chose de plus premium, plus prestige, eh bien il y a les displays Textra. Finition d'impression de qualité supérieure avec des textures tactiles, contours en 3D, des effets sélectifs mat et brillants. Vous avez mon code Louisan ou encore bien sûr le lien dans la description pour obtenir des réductions sur votre commande. Et franchement, j'ai envie de dire essayez parce que c'est vraiment pratique quoi. C'est mon préféré. À l'entrée, dans le Genkan, on retire ses chaussures. Dans les toilettes, on met des chaussons. Mais sur le tatami, on enlève les chaussons, mais pas les chaussettes. Si on est pieds nus dessus, en fait, ça les abîme, même si pour le coup, beaucoup de Japonais le font aussi. Règle numéro 3. Tard dans la nuit, un son régulier se fait entendre. Il provient de cette petite maison dans un quartier résidentiel de Tokyo. À l'intérieur, le son ne s'interrompt pas. Vous vous aventurez encore plus profondément lorsque... Vous voyez juste une femme en train de se couper les ongles. Au Japon, il ne faut pas se couper les ongles la nuit. Yoru ni tsume to oyanoshi ni me ni aenai. Si vous coupez les ongles la nuit, vous n'aurez pas à affronter la mort de vos parents. Au début, j'ai cru que c'était une sorte de bon présage pour dire que vos parents allaient vivre plus longtemps. Mais en fait, pas du tout. Il faut comprendre l'inverse, c'est-à-dire que ça va raccourcir tellement ta durée de vie que tu vas mourir avant tes parents. Alors, ce n'est pas une règle propre à la famille, mais c'est une superstition japonaise qui se transmet dans les familles. Et comme j'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à aujourd'hui, j'avais envie de vous le partager. Et je vous le dis comme ça, hein, mais ça ne colle pas du tout avec ce que j'ai vécu avec mes grands-parents au Japon. Justement, on se coupait les ongles la nuit, généralement après le bain, parce que forcément les ongles étaient ramollis et c'était plus facile de les couper. Mais alors, d'où vient cette superstition? Eh bien, il y a 3 origines. La première, c'est avec le lexique. Nuit et ongles ensemble en japonais se lisent Yotsume, ce qui est la même prononciation que Yotsume qui par extension peut signifier raccourcir la vie. La seconde est plus pragmatique. Lorsqu'on se coupe les ongles, ils peuvent partir dans tous les sens. C'est normal. Et vu qu'à l'époque, pour avoir de la lumière, on se mettait près du feu, eh bien les petits morceaux d'ongles pouvaient atterrir dans le feu. Et l'odeur? Oui, l'odeur des ongles qui crament, si vous ne saviez pas, eh bien ça a exactement la même odeur qu'un corps qui crame. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Forcément, ça rappelle la mort et ça peut même être interprété comme une sorte d'appel à la mort. La troisième origine, c'est la plus maladroite. Il y a plusieurs siècles, les lumières dans la nuit étaient faibles et il n'y avait pas de coupe-ongles comme on a aujourd'hui. Donc les Japonais utilisaient des petits couteaux à la place. Et entre le manque de lumière et l'utilisation d'un outil qui était peu approprié, eh bien ça pouvait arriver de ripé. Effectivement, les risques de blessures étaient vraiment non négligeables et c'est pour ça qu'il était déconseillé, et qu'il est toujours déconseillé, de se couper les ongles la nuit. D'ailleurs, vous savez, les superstitions autour de la malchance au Japon, c'est pas du tout les mêmes qu'on a par exemple en France. Par exemple, le nombre 13. Au Japon, on s'en fiche. Par contre, le chiffre 4 ou 9, alors là, ça va pas. Poser son pain à l'envers, aucun souci pour un Japonais. Par contre, écrire son prénom en rouge... présage de mort. Briser un miroir, ok, c'est pas non plus un bon présage au Japon, mais ils font surtout attention à leur peigne. Et l'histoire du peigne, il est vraiment sympa parce que ça vient d'un mythe qui concerne un des dieux créateurs du Japon. Izanagi, courant pour échapper aux enfers, jeta le peigne en bambou qu'il avait dans les cheveux pour échapper à ses poursuivants. Des pousses de bambou ont poussé du sol, et les poursuivants sont devenus obsédés par l'idée de les manger. Et c'est comme ça qu'Izanagi a pu s'échapper des enfers. Règle numéro 4. Je vous l'ai déjà dit, mais la saison pollinique au Japon, ça rigole zéro. C'est un problème d'ordre national tant les impacts sont conséquents. 42,5% de la population concernée, baisse d'efficacité dans les entreprises, explosion des ventes d'antihistaminiques et cartographie quotidienne de la densité de pollen dans l'air. Et le responsable à tout ça, c'est lui. Le Sugi, Cryptomeria du Japon, plus communément appelé le cèdre japonais. Il a été planté massivement à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire le Japon parce qu'il donnait un bois de bonne qualité et surtout très vite. Mais comme il produit un des pollens les plus allergisants du monde, et bien aujourd'hui les Japonais y morflent. Donc fatalement, dans les foyers japonais aussi, il y a des règles qui apparaissent pour contrer le méchant pollen.
La première règle, c'est de laisser tourner le purificateur d'air 24 heures sur 24. Ok, c'est pas très compliqué, et on avait déjà vu que l'entreprise japonaise Sharp avait fait fortune avec sa technologie Plasma Cluster Ion. Elle permet de neutraliser les poussières et le pollen en attirant les ions positifs, négatifs. Bref, il y a tout un système et ça fait que ça tombe. Mais il y a une autre règle, et selon le sondage de la marque Lixil, elle n'est appliquée que par 10% des foyers japonais. Donc c'est pas partout, mais c'est pas isolé non plus, hein. On rappelle quand même que ça correspond à 1 million de familles japonaises. Et la règle, c'est la suivante: retirer le pollen avant et dans l'entrée. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire retirer les vêtements d'extérieur, donc typiquement les manteaux ou les chapeaux, avant même de rentrer dans le genkan, c'est-à-dire le truc derrière moi. Et il faut pas les secouer, parce que ça risquerait de mettre du pollen absolument partout, notamment dans les cheveux, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et dans un second temps, lorsqu'on rentre dans le genkan, c'est-à-dire qu'on est là dans une étape dans la maison, mais on est quand même entre la maison et l'extérieur, eh bien tu retires tous tes vêtements. Ah, tous! Bon, ok, tu peux garder tes sous-vêtements, mais à part ça, comme il y a du pollen qui peut être venu sur tes vêtements, ton t-shirt, ton pull, ton pantalon, tu dois tout enlever. On met tout ça à laver, mais ça veut surtout dire que, eh bien, il y a 10% des Japonais, lorsqu'ils rentrent chez eux pendant la saison pollinique, ils se retrouvent à poil à l'entrée. Alors j'ai vu des témoignages comme quoi certaines mamans étaient un petit peu gênées de la situation, mais c'est nécessaire pour combattre le pollen. Ah, je vous l'avais dit au Japon, le pollen, on rigole pas avec ça. Règle numéro 5. Bon, je sais qu'avec la première règle que je vous ai présentée, vous avez remis en question l'hygiène des Japonais, mais je vous jure que cette nouvelle règle, elle est considérablement importante. C'est la règle commune la plus populaire dans les familles japonaises, elle est appliquée dans un foyer sur 3. Et je pense que le reste, ils sont juste trop humbles pour dire qu'ils le font bien strictement tout le temps. La règle, c'est la suivante: quand on rentre chez soi, on se lave les mains. Sérieusement, ça prend 15 secondes. Je vous dis, même si vous ne mettez pas de savon, à la rigueur, lavez-vous les mains. Je veux dire, tu sors dehors, t'as touché plein de trucs, il y avait des bactéries partout. Bon, peut-être pas 1 billiard 290 millions, mais quand même, ça prend pas plus de 15 secondes. Et même certains Japonais vont plus loin en prenant comme ceci un verre d'eau pour se gargariser la bouche. Alors, je sais pas si c'est commun à juste ma famille ou c'était toutes les familles japonaises, mais chez nous on appelait ça le garagara pe. Oui, parce que c'est littéralement l'onomatopée, ça fait garagara pe. Le vrai mot japonais c'est ugai, et pour le coup, ça ma maman, elle me l'a bien imposé. On mettait même un peu de sel à l'intérieur de l'eau pour vraiment gargariser et hygiéniser la bouche. Donc maintenant, je considère que faire ça, eh bien, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je rajoute ça de manière totalement gratos, c'est pas japonais, mais ceux qui vont avec les mêmes vêtements où ils sont allés dehors, dans leur lit, je les comprends pas, je vous le dis, non, ça ne me passe pas pour moi. Le lit, c'est censé être vraiment l'endroit sacré où il y a le moins de contact avec l'extérieur. Et là, vous prenez vos fringues, même quand j'étais à Plouzané dans mon 12 mètres carrés, je faisais pas ça. Les godasses dans le lit. Non, mais c'est quoi ça? Stop. Non, mais stop. Règle numéro 6. Si vous faites une longue sortie, débranchez vos toilettes. Oui, comme au Japon, ils ont des toilettes japonaises, elles sont toutes reliées à une prise de courant. Donc si jamais vous partez pendant plus de 2 jours par exemple, on pense à débrancher pour faire des économies. Et on reste dans la salle de bain pour la règle numéro 7. Oh non, j'ai renversé de l'eau partout. En France, tu t'en fiches, au bout d'1 heure ou 2, ça va sécher. Mais au Japon, rien ne sèche. Donc fatalement au Japon, tu ne peux pas sécher ton linge comme ça à l'air libre. Alors tu te dis que tu peux le mettre dehors pour que ça sèche plus vite. Et c'est là qu'une nouvelle règle intervient. Ne laissez pas sécher votre linge à l'extérieur. Alors il n'est appliqué que par 9% des foyers japonais parce que c'est super dur d'appliquer cette règle. Alors bien sûr, les foutons et les couettes, on les fait sécher dehors. Ça paraît évident, c'est tellement énorme, t'as pas trop le choix. Mais pour ce qui est du reste, je vous ai déjà parlé forcément des voleurs de sous-vêtements, et même en ignorant ça, c'est quand même un peu gênant de mettre ton t-shirt, tes caleçons comme ça à l'extérieur à la vue de tous. C'est pour ça que dans les compartiments de bain, on a un mode sauna, le fameux mode sauna qui n'est pas fait pour le sauna, mais qui est fait pour sécher les vêtements. C'est ce que j'utilise au Japon pour faire sécher mon linge, et je suis dans le regret de vous annoncer que même avec ce compartiment sauna pendant 6 heures, ça ne suffit pas pour sécher un hoodie. C'est vraiment un enfer au Japon où rien ne sèche. Bon, on reviendra dans la salle de bain pour la règle la plus drôle à mon sens, mais en attendant, direction le dressing. Règle numéro 8. Alors celle-ci, je la trouve incroyable. En France, il fait froid, tu te couvres. Il fait chaud, eh bien tu fais quelque chose de moins épais. Mais au Japon, eh bien c'est pas aussi évident. Est-ce que vous connaissez le concept du Koromo Gae? Ça désigne en japonais le changement de vêtements en fonction des saisons. Et attention, c'est pas progressif, c'est net avec une date précise pour tout le monde. Le Koromo Gae est apparu au Japon durant l'ère Heian, donc à l'Antiquité, lors des cérémonies de la cour impériale. C'est une pratique importée de Chine, comme beaucoup de choses au Japon à cette époque. Et il était décidé que les vêtements d'été et d'hiver devaient être changés le 1er avril et le 1er octobre. Mais là où le Koromo Gae va vraiment se populariser, c'est durant l'ère Edo avec les samouraïs. Du 1er avril au 4 mai, on porte le Awase. C'est un kimono avec une doublure.
Du 5 mai à la fin août, on porte le katabira. C'est un kimono simple sans doublure. Du 1er septembre au 8 septembre, pendant une courte période, on reprend le awase. Et enfin du 9 septembre jusqu'à fin mars, on porte le tosare. C'est un kimono avec du tissu recto verso avec du coton rembourré entre les deux couches. Et apparemment c'est excellent pour tenir bien au chaud. Par la suite, comme le Japon adore les règles, tout le reste des Japonais emboîtèrent le pas en imitant le changement d'uniforme des samouraïs. Aujourd'hui, les Japonais, dans leur vie courante, ne s'habillent plus avec des awase ou des tosare. Néanmoins, dans les familles japonaises, le moment du kolomogae est très important parce que c'est à ce moment-là qu'on va choisir de prendre toute la garde-robe d'été et la remplacer par la garde-robe d'hiver. Ou inversement. Souvent, pour une question de place, on va stocker les vêtements qu'on ne portera pas cette saison en dehors de la garde-robe habituelle. Et ce que j'aime bien avec ce point, c'est que les Japonais l'ont tous vécu au moins une fois dans leur vie. Effectivement, chez les collégiens et lycéens japonais, le changement entre l'uniforme d'été et l'uniforme d'hiver est quadrillé. Il se fait toujours aux mêmes dates, qu'importe les températures à ce moment-là. C'est le 1er juin et le 1er octobre de chaque année. Le 1er juin, on passe de l'uniforme d'hiver à celui d'été, et le 1er octobre, on passe de l'uniforme d'été à celui d'hiver. Et très intéressant de voir aussi qu'il y a des décalages dans les dates en fonction des régions dans lesquelles vous êtes au Japon. Typiquement, si vous êtes à Hokkaido, donc dans le nord, là où il fait plutôt froid, eh bien ça va être légèrement décalé. La période d'uniforme d'été, elle est plus courte. Par contre, si vous êtes dans le Japon mais dans les îles du sud, eh bien ça va être l'inverse. La période d'uniforme d'été sera plus longue. Et comme je vous l'ai dit, souvent les familles profitent de ce changement d'uniforme pour changer littéralement toute la garde-robe de chaque personne. Et d'ailleurs, ce concept vraiment strict du kolomogae, il n'y a pas que les étudiants. Ça s'applique aussi à toutes les personnes qui travaillent en extérieur et qui ont un uniforme. Donc typiquement, les pompiers ou les policiers ont ce système aussi de kolomogae. Règle numéro 9. Règle dans les familles numéro 9, c'est la maman qui prépare systématiquement le bento pour les enfants. Alors bien sûr, il faut vérifier avec un sondage si je n'étais pas en présence d'une anomalie statistique. Et ça tombe bien, le 17 juin 2011, la JA, le groupe national de 694 coopératives régionales du Japon qui s'occupe des produits agricoles, a réalisé un sondage. 97,9% des bento sont préparés exclusivement par la maman. Et si on inclut tous les cas de figure où la mère intervient dans la confection du bento, on passe à 99,6%. C'était pas une anomalie statistique. Mais attention, ne pensez pas que le bento c'est un petit repas comme ça qu'on prépare à la légère. Non, 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 même si en vrai au Japon ça pourrait l'être, parce que préparer un repas équilibré et en bonne quantité, eh bien c'est ni trop long ni trop compliqué. Mais le vrai défi du bento, c'est qu'il n'a pas seulement un rôle nutritif, il a surtout un rôle social. Quand j'étais au lycée, on se moquait tellement de moi en classe à cause du bento que ma mère préparait. Et du coup, j'ai été victime d'intimidation et isolée pendant 2 ans. J'ai mangé mon déjeuner toute seule, en le cachant sous mon bureau. Le bento était parfois uniquement composé d'œufs de morue et de jambon, ce qui lui a valu le nom de bento rose. C'est un des témoignages que j'ai trouvé sur internet concernant le harcèlement qu'il peut y avoir dans les lycées autour du bento. Ce qui fait qu'il peut y avoir une sorte de mini compétition entre les mamans pour savoir qui fera le meilleur bento sans non plus que ça prenne 2 heures à préparer. Après le bento, il ne faut pas oublier que c'est pas uniquement pour les enfants. Effectivement, le mari aussi parfois a le droit à son bento, même si la majeure partie du temps, eh bien il va dépenser quelques sous pour manger dans le boui-boui du coin. Mais parmi ceux qui ont un bento, eh bien il y en a 74,4% qui ont un bento qui a été confectionné par leur femme. C'est comme ça qu'on comprend que la priorité c'est d'abord les enfants et après c'est le mari. Et pourtant il ne faut pas oublier que dans un couple, le bento c'est un formidable moyen de communication. Quand le mari il ouvre sa boîte à bento et qu'il voit par exemple ça, je pense que tout va très bien dans son couple. Vraiment, il y a pas de souci. En revanche, quand il le déballe et qu'il voit ça, ah, je pense qu'il y a quelque chose qu'il a dû faire qui a dû déplaire. C'est une prune umeboshi avec que du riz. C'est vraiment le bento de la femme énervée. Mais il y a une nouvelle version maintenant que j'ai découvert sur internet. C'est celui-ci. Carrément, on inverse les proportions de riz et de prunes umeboshi. Rien qu'à l'image, je sens l'acidité sur ma langue. Bon, hein, vous l'avez bien vu, c'est la maman qui prépare pratiquement tout le temps le repas pour les enfants, que ce soit le mari. Mais il y a un moment dans l'année où les mamans japonaises ne sont pas au fourneau pendant plusieurs jours. Ça fait partie des traditions japonaises qui se déroulent au Nouvel An. Règle numéro 10. Noël c'est la famille et le nouvel an c'est entre potes. Et bien au Japon, c'est strictement l'inverse. Noël c'est KFC, la soirée, etc. Mais le nouvel an, oh putain, j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. Première étape, le Osoji, c'est le grand nettoyage. On nettoie la maison de fond en comble. Une fois terminé, on place les 3 décorations traditionnelles. Le Kadomatsu, c'est un des 3 morceaux de bambou avec du pain pour attirer les bons esprits. Le Shimenawa, c'est une corde pour repousser les mauvais esprits. Et le Kakamimochi, sûrement le plus connu. C'est une pile de mochi avec une orange au sommet. Et c'est pour la prospérité. Ensuite, on passe au repas du soir le 31 décembre. C'est un plat extrêmement sophistiqué. Des nouilles. Oui, c'est ce qu'on appelle des toshikoshi soba, c'est littéralement des nouilles qui transcendent l'année. En fait, faut manger quelque chose qui est long parce qu'on aura une longue vie.
En tout cas, c'est ma mère qui me disait ça. Et pendant le repas, très important, on se réunit dans le silence pour profiter de cette belle année qui vient de se terminer. Non, je déconne! On allume la télé et on regarde l'émission Koraku Tagase en parlant fort aux autres membres de la famille comme quoi c'est votre team qui mérite de gagner. Ah mais c'est pas une blague, hein, c'est une émission télé vraiment qui dure d'ailleurs depuis des années, je crois c'est les années 1950 et quelques, et tu as une team rouge contre une team blanche, respectivement une team femme contre une team homme. Bon, l'émission est terminée, le décompte, bonne année, qui se dit en japonais Akemashite omedetou gozaimasu. Oui, c'est extrêmement long et c'est pour ça qu'on peut le raccourcir entre Juns pour dire Akeome. Oui, j'ai utilisé le mot Juns. Wow. À minuit pile, vous entendez des coups de cloche. Les temples bouddhistes font sonner une cloche 108 fois à minuit et chaque coup représente l'élimination d'un des 108 désirs terrestres. Oh mais attendez, vous pensez que c'est fini? Qu'est-ce que vous faites? Mettez votre manteau, on va aller tout de suite dehors! Effectivement, il faut aller faire le Hatsumode, la première visite au temple de l'année. Et tu vas même faire la queue parce que le plus souvent, il y a énormément de monde qui veut le faire. Une fois terminé, on rentre, on dort et on se lève le matin du 1er janvier. Mais c'est pas terminé! Là, tu reçois tes étrennes du nouvel an, qu'on appelle en japonais les Otoshidama, et on arrive enfin là où je voulais en venir, le repas du 1er janvier. Les familles japonaises achètent un ensemble de plats spécifiques appelés Osechi Ryori, souvent présentés dans des boîtes laquées en pilave. C'est extrêmement beau, instagrammable de fou, mais personnellement, c'est tout ce que j'aime pas dans la nourriture japonaise. Plein de spécialités en toute petite quantité, sans aucune cohésion les unes entre les autres, et en plus, le plus souvent, froid. Donc en gros, si t'aimes bien un des éléments qui est dans le bloc, bah trop tard, il y avait qu'une bouchée. Et s'il y a des trucs que t'aimes pas, eh bien il y a des choses que t'aimes pas. Bref, et comme j'ai pas trop l'occasion de vous parler des traditions qu'il peut y avoir au Japon, en voici 3 autres qui sont centrées autour de la famille. Si je vous dis 7-5-3, ça va pas vous dire grand chose. Mais si vous dites à un japonais 7-5-3 en japonais, c'est-à-dire Shichi Go San, il saura exactement de quoi vous parlez. C'est frustrant, hein. Il s'agit du Shichigo-san, littéralement 753, qui est une tradition japonaise. À ces âges-là, les familles emmènent leurs enfants dans des sanctuaires shinto pour prier pour leur santé et leur bonheur. Et surtout, c'est le moment pour prendre une photo commémorative de l'enfant en kimono. J'en ai fait aussi quand j'étais petit d'ailleurs, voici une photo, c'est vous dire à quel point c'est populaire au Japon et vraiment tout le monde y passe. Autre tradition, le setsubun. Si je vous dis « Oni wa soto, fuku wa uchi », est-ce que vous connaissez? Ça veut dire les démons, c'est dehors, et le bonheur, c'est dedans. On prononce cette phrase en jetant des graines de soja grillées et on fait ça au moment du changement de saison vers le printemps. On dit souvent au Japon qu'entre 2 saisons, eh bien les esprits malveillants deviennent plus forts, c'est pour ça qu'on pratique le setsubun. C'est pour les chasser, hein, si vous n'avez pas compris. Cette année, ça se passe le 2 février 2025 et il y a aussi une autre règle qu'il faut appliquer, c'est de manger un énorme maki comme ça d'un seul coup en direction du signe astrologique de l'année. Pardon, non, du signe du zodiaque de l'année. Et la dernière tradition, il s'agit de la journée de l'enfant, le Kodomo no Hi qui se passe le 5 mai. C'est le jour où on fait voler au vent des koinobori, ce sont des cerfs-volants en forme de koi. Il y a même une chanson autour du koinobori et je sais pas vraiment pourquoi, à chaque fois que je l'écoute, j'ai les larmes qui montent. Je sais pas, je dois avoir un truc enfoui en moi dont j'ai même pas conscience, mais à chaque fois que je l'entends, il y a un truc qui se passe. Donc voilà la règle numéro 11. Au Japon, on ne respecte pas toutes les traditions, mais en tout cas, il y en a certaines qu'on ne doit absolument pas manquer. Mais bon, maintenant revenons aux règles dans la maison japonaise. Règle numéro 12. En France, on a bonjour, merci, pardon, au revoir, comme marque de politesse. Éventuellement, à tes souhaits si quelqu'un éternue, qui, soit dit en passant, n'existe pas au Japon. Si quelqu'un éternue, en japonais, tu dis... Mais dans la langue japonaise et particulièrement dans les familles japonaises, il y a 4 autres expressions de politesse qui sont excessivement importantes. Les 2 premiers, vous les connaissez forcément, c'est itadakimasu et gochusou-sama deshita, qui finalement est peut-être pas si connu que ça. Le premier, c'est l'équivalent de bon appétit, qui ne veut pas vraiment dire bon appétit, c'est plus je reçois que bon appétit. Et gochusou-sama deshita, c'est ce qu'on dit à la fin du repas pour dire merci beaucoup pour ce repas. Et dans le même style, beaucoup moins connu et surtout inexistant en France, on a le tadaima et okaeri. Alors, j'ai dit tadaima, mais personne dit tadaima. Tout le monde dit tadaima! Voilà, ça ressemble plus à ça dans la vraie vie, c'est jamais tadaima. Le tadaima, c'est ce qu'on dit lorsqu'on rentre chez soi. C'est une manière de prévenir les personnes qui sont dans la maison que on est rentré. Et okaeri, c'est la réponse qu'on donne lorsqu'on est chez soi et que quelqu'un rentre chez toi. Donc ça ressemble à ça. Tadaima! Okaeri! Et au Japon, je veux que vous compreniez que ces phrases, c'est pas une option. Tu ne peux pas rentrer chez toi au Japon dans la maison sans crier Tadaima! Vraiment, c'est trop bizarre sinon. Pareil pour les autres mots que je vous ai donnés, c'est pas juste pas bien de les dire, non, c'est nécessaire de les prononcer. Règle numéro 13.
Il y a plein d'erreurs à ne pas faire au Japon lorsqu'on mange, et il y en a une grosse que j'ai oublié de mentionner. C'est une règle concernant le bol de riz, bon là c'est un bento de riz mais vous m'avez compris. Et encore une fois le bol de riz, visiblement vu qu'il est partout il a décidé d'être insupportable. Quand vous avez un bol de riz blanc ça veut dire surtout que vous avez un accompagnement avec, qui est peut-être dans de la sauce, ça peut être du poisson, de la viande, des légumes, qu'importe. Mais prendre le légume, le mettre sur le bol de riz et prendre un peu de riz et le légume pour le manger en même temps, et donc mélanger, ça ne se fait pas du tout. Et moi je le fais systématiquement. Je veux dire que ça soit de la viande grillée au gyukaku, que ce soit des sashimi extrêmement bons ou encore des légumes qui ont été légèrement grillés, t'as envie de mélanger ça avec du riz. Et bah les japonais ils rétorquent que si ça vient dans deux plats séparés, donc deux assiettes différentes, il ne faut pas les mélanger. Ouais, c'est vrai que les tsukemen on prend absolument pas des nouilles pour le mettre dans un autre bouillon, on prend pas du tout les soba pour les tremper dans de la sauce, et on prend pas du tout les tempura pour les tremper dans de la sauce. Non, vraiment on ne fait jamais ça. Vous allez me dire c'est de la sauce, c'est pas pareil, blablabla. Moi écoutez, j'adore manger mes sashimi avec du riz. C'est un peu littéralement le concept du sushi. Enfin, je veux dire, s'ils ont compris que ça se mariait bien avec le riz, pourquoi tu le ferais pas avec des sashimi? Bref, si vous êtes tout seul, on s'en fiche, mais si jamais vous êtes dans une famille japonaise, ça pourrait marquer des points. Règle numéro 14. Mesdames, sachez qu'au Japon, vos homologues ont été bien plus pragmatiques. Marre de se faire avoir par monsieur qui a oublié d'abaisser la cuvette des toilettes? Ou alors marre de se retrouver avec des éclaboussures de pisse absolument partout parce que monsieur ne peut pas contrôler son engin? Eh bien, un foyer sur 5, précisément 21%, impose une règle bien précise aux hommes de la maison. Les hommes, dans les toilettes, doivent impérativement s'asseoir, même pour uriner. C'est top 3 des règles domestiques dans les familles japonaises et bizarrement c'est à 72,4% les femmes qui ont suggéré l'apparition de cette règle. Perso je trouve ça assez drôle parce que, je vais l'avouer, naturellement moi aussi j'ai commencé à le faire chez moi. Et je suis sûr que c'est un truc un peu tabou entre mecs où on peut pas vraiment se l'avouer etc. Mais moi je vous le dis, moi je le fais et je trouve que hygiéniquement et en termes de praticité c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez me dire ceux qui vivent avec une femme, voilà, si vous vous asseyez vous aussi de temps en temps sur les toilettes alors que vous savez très bien que vous n'allez pas faire la grosse commission. Sur ce, je termine là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.